Comment suis-je passée, en l'espace d'une décennie, de féministe énervée, dévergondée dans les boîtes berlinoises, à conservatrice convaincue, penchant désormais pour des modèles bien plus traditionnels. Nous allons voir ensemble aujourd'hui cette longue descente aux enfers qui m'a emmenée au fond des choses, mais surtout au fond de moi. Je vais vous raconter un des souvenirs les plus marquants de mon enfance et peut-être un des souvenirs fondateurs d'une grande partie de ma personnalité. Je devais avoir 8 ans et mon petit frère qui a 3 ans de moins que moi devait en avoir 4 ou 5. Cela devait faire à peu près 2 ans que mes parents s'étaient séparés et donc on nous ballottait d'une maison à l'autre une semaine sur 2. Mon père a toujours été quelqu'un d'un petit peu tête en l'air, mais à côté de ça, il a toujours été doux et attentionné. Jusqu'à ce jour, où à la sortie de l'école, mon frère et moi avons attendu longtemps sous ce petit dôme blanc. Il pleuvait assez fort et je ne sais pas combien de temps nous avons attendu, mais quand tous les gens sont partis, nous laissant seuls tous les deux, mon petit frère s'est mis à pleurer et il m'a dit « Amélie, papa nous a oubliés ». Et moi, du haut de mes 8 ans, alors que j'étais paniquée à l'intérieur, je me rappelle avoir serré fort sa petite main froide. Comme si, à cet instant, j'avais compris qu'il n'y avait plus que nous deux, que personne ne se souciait de nous, au point que l'on pouvait être, comme le petit Pousset, les enfants de trop, ceux qu'on oublie à la sortie de l'école. À ce moment-là, j'ai ravalé tous mes pleurs, ma colère et ma déception. Et j'ai regardé mon frère et je lui ai dit calmement pour le rassurer « Non Thibaut, papa ne nous a pas oubliés, il est juste un petit peu en retard, il va bientôt arriver. » J'ai pris le contrôle de la situation et nous sommes allés voir la concierge qui a ensuite appelé mon père pour qu'il vienne nous chercher. Au final, tout s'est bien terminé, pas grand-chose d'un point de vue d'un adulte, mais pour un enfant, pour moi, c'était le monde qui s'effondre. C'était comme perdre la confiance que j'avais en mon père et de manière générale envers les adultes. Comprendre qu'ils ne maîtrisent pas tout et que lorsqu'ils essayent de me rassurer en me disant que tout va bien, peut-être que eux aussi me mentent, comme j'ai menti à mon frère. Ça a ancré en moi des croyances très profondes comme « je suis seule, personne ne nous protégera, alors je dois devenir forte et responsable à la place de ceux qui n'ont pas su nous protéger. Au fond, tout le monde s'en fout de moi, personne ne m'aime. Mon père est un lâche qui n'a pas su nous protéger. » Et cette vision que j'avais de mon père s'est étendue à tous les hommes. Je voyais, dans tous les hommes que je fréquentais, la lâcheté, la déresponsabilisation et leur incapacité à protéger ce qui leur est cher. Quelques années plus tard, le féminisme moderne m'a pris. Il me disait tout ce que je voulais entendre. Tu n'as pas à être faible, tu es forte et indépendante. Tu peux être un homme à la place des hommes. Et donc, j'ai essayé de devenir un homme. J'ai pris cette partie de moi qui était née ce jour-là sous le dôme blanc et je l'ai mise sur le devant de la scène. Moi qui, petite, adorais faire les trucs de fille, pendant des années je me suis interdit d'être fille, interdit d'être femme. Je m'habillais et je me comportais comme un garçon manqué. J'essayais d'effacer au maximum ma féminité que je considérais comme le sexe faible. Mon féminisme à moi, comme celui de beaucoup à l'époque, c'était de devenir forte, comme les hommes. L'histoire continue. À 23 ans, je rencontre les 2 hommes qui ont changé ma vie, Guillaume et Missor. Si vous avez vu ma vidéo, j'ai vécu 1 an avec la philosophie Fight Club, vous savez probablement la suite. J'ai rasé mes cheveux, j'ai été draguée dans la rue, j'ai fait du MMA. J'ai essayé de devenir forte, rationnelle et audacieuse, comme eux. Je les ai suivis dans pas mal de leurs bêtises aussi. À cette époque déjà, je commençais à mépriser les féministes, qui m'avaient pourtant fécondée. En fait, je voyais en elles la lâcheté et la faiblesse que je m'étais toujours refusée. Elles faisaient les victimes et ne faisaient que ressasser des problématiques et des solutions uniquement basées sur leurs émotions. Les émotions, un truc de vieille meuf hystérique. Si nous voulions être l'égal des hommes, il nous fallait apprendre à contrôler nos corps, devenir fortes, contrôler nos émotions, devenir stoïques, contrôler nos intuitions et leur préférer la science et la logique. Voilà comment le féminisme m'a rendue la pire des misogynes. Je détestais les femmes comme je me détestais moi-même. J'ai fini par mépriser au plus haut point celles qui promettaient l'égalité tout en restant dans leur petit confort. Oui, parce que je vais vous annoncer un scoop. Être un homme, c'est très dur. Pour avoir fait la démarche d'essayer de vraiment le devenir, pour avoir vu les hommes autour de moi se battre pour embrasser leur masculinité, j'ai compris à quel point devenir un homme était un long chemin périlleux mais nécessaire.
J'aurais peut-être dû en prendre de la graine à l'époque et comprendre que il fallait que je fasse la même chose avec ma féminité, mais voilà, non seulement les modèles étaient inexistants, mais en plus, les œillères de l'idéologie et mes croyances profondes avaient toujours la peau dure. Je m'obstinais toujours à vouloir leur ressembler et à faire partie de leur fratrie d'amis. J'en ai d'autant plus chié que j'ai dû me battre à contre-courant de ma propre nature lorsque pour eux, certaines choses venaient naturellement. En voulant devenir un homme, en les côtoyant, j'ai appris à les aimer, j'ai appris à communiquer avec eux, à parler leur langue et à discuter de leurs problèmes. J'ai appris à voir le monde avec leur point de vue. Comment redevenir féministe après ça? Après avoir vu le monde avec les yeux d'un homme. Les féministes ne comprennent rien à la masculinité. Elles ne comprennent pas l'importance fondamentale de leur force, de leur courage, de leur fraternité dans laquelle vous n'avez pas votre place, de leur audace, de leur bêtise, de leur protection, de leur compétitivité, de leurs échecs, de leur cruauté et de leur sacrifice. Tout cela sert des buts précis dans leur développement et dans leur équilibre. Pourtant, tout ce qui n'irait pas dans le sens de la compréhension du monde des féministes est considéré comme de la masculinité toxique. C'est vraiment ridicule. D'ailleurs, certaines commencent à avouer à demi-mot leur échec en devenant séparatistes. Les hommes et les femmes ne se comprennent pas, les hommes sont violents, toxiques, misogynes, ils nous veulent personnellement du mal, donc il vaut mieux s'en séparer, et pourquoi pas devenir lesbienne. Cette idéologie est définitivement un cul-de-sac. Comment voulez-vous réussir à renégocier les lignes du contrat du patriarcat sans réussir à communiquer avec les concernés? Vous pensez faire preuve de courage en vous battant contre le monde alors que vous êtes lâche lorsqu'il s'agit de faire la chose la plus dure. Vous battre contre vous-même. Vous projetez vos échecs personnels et votre incapacité à communiquer avec les hommes dans le débat public, en faisant l'apologie de la médiocrité et en diabolisant la masculinité, vous perturbez l'équilibre qu'il y a entre la justice et la grâce. Vous pensez que le féminisme vous a libéré? En réalité, il vous a déresponsabilisé d'une grande partie des sujets duquel nous étions responsables. Je vais vous raconter la suite de l'histoire. À l'aube de mes 29 ans, j'entame une introspection beaucoup plus profonde que tout ce que j'ai fait auparavant. Je commence à comprendre à quel point ma situation est critique. Ma personnalité masculine me consume de l'intérieur. Elle est coûteuse en énergie et cette sensation que je suis seule et toujours en danger finit par me ronger d'angoisse et de doute. Je veux tout contrôler et tout comprendre, mais le monde se complexifie et je le sens filer entre mes doigts. Les crises et les breakdowns se multiplient et finalement, c'est mon couple qui se finit après 6 ans de relation. Voilà un bon retour au réel. Me voilà quasiment trentenaire, sans enfant, sans famille, sans argent, sans rien. Toute seule. Rien de mieux pour terminer une guérison profonde qu'une claque de cette ampleur. Une claque qui te fait t'asseoir et te demander pourquoi. Pourquoi mon couple s'est terminé alors que tout allait bien? Eh bien, nous étions en relation libre, polyamoureux, depuis le début de notre relation. Je me rends compte maintenant que finalement ce n'était qu'un cache-misère. Ça nous a permis pendant des années de contourner, d'éviter notre plus grand problème, qui était le sexe. Mais en fait, le sexe, finalement, ce n'est qu'un symptôme de quelque chose de beaucoup plus global. Le truc fondamental, c'est que je n'arrivais pas à créer le désir. J'étais, je pense, une très bonne compagne, quelqu'un avec qui la communication est naturelle et facile. Mais il me manquait, avec tous les hommes que j'ai croisés, l'étincelle. Quelque chose qui me différencierait d'une meilleure amie. Et donc, quand la question du mariage monogame et des enfants est arrivée sur la table, ce déséquilibre et tous les problèmes qui vont avec ont ressurgi d'un coup et notre couple a explosé. Même si je le savais quelque part intellectuellement, j'ai fini par comprendre charnellement ce que pouvait signifier l'idée que le désir est surtout généré par la différence et la complémentarité. C'est le mystère de l'autre qui attise la curiosité et la passion. Tout ce que j'avais renié depuis toujours. Je refusais cette différence et j'avais toujours été finalement dans mon énergie masculine. Je n'avais pas besoin d'être protégée, je ne voulais rien recevoir, rien céder. Je devais être en contrôle. C'est moi qui protégeais. C'est moi qui, petit à petit, enfermais les hommes dans une bulle de confort en les surprotégeant comme une maman. Et en pensant leur rendre service, en pensant bien m'occuper d'eux, je les coupais en réalité de cette énergie vitale qui pousse tout homme à sortir du nid pour partir explorer les dangers du monde. Sans énergie vitale, sans différence, sans mystère, aucun désir n'était possible. Un jour, je développe une idée à partir d'une phrase que j'avais entendue quelque part qui disait « La féminité, c'est savoir recevoir ».
Et si mon envie de tout contrôler, mon incapacité à faire confiance et à me laisser protéger, et si c'était ça mon problème, que je ne savais pas recevoir? Et si j'avais simplement oublié comment être une femme? L'époque où je détestais et méprisais les femmes était terminée. Je voulais activement renouer avec cette féminité que j'avais tant abîmée. Et même si cela faisait déjà plusieurs mois que je m'étais réautorisé les robes, le maquillage, tous ces apparats extérieurs de la femme, même si je m'étais déjà réconciliée à demi-mot avec mes intuitions et mon corps, je sentais qu'il me manquait encore quelque chose, une sorte, je sais pas, d'ambiance, d'attitude, une énergie, une vibration à laquelle je n'arrivais toujours pas à accéder. Et donc me voilà pendant plusieurs semaines faire l'expérience de recevoir. Partout, dans les moindres petites choses, j'essaye de changer mes croyances profondes et j'essaye de me dire plutôt « tu n'es pas seule, tu mérites d'être protégée, fais-leur confiance, tous ne sont pas lâches, mais tu dois leur laisser l'occasion de te le prouver ». Je vais vous donner un exemple tout bête, mais qui pour moi a été une sorte de révélation. Un jour, je me retrouve devant un ascenseur avec un homme d'une 60aine d'années. C'était, vous savez, les tout petits ascenseurs à l'ancienne dans lesquels on peut quasiment rentrer qu'à une seule personne dedans. Et donc après quelques mots échangés, l'homme dans une douce galanterie me tient la porte en métal et me dit « Allez-y, je prendrai le prochain ». Mon réflexe intérieur immédiat a été de vouloir refuser et de lui renvoyer la proposition poliment, puisqu'il était arrivé en premier devant l'ascenseur et donc pour moi c'était logique puisque ça faisait plus longtemps qu'il attendait. Mais voilà, pour l'exercice, je coupe ce réflexe et j'accepte avec un sourire et un merci un petit peu gêné. Mais au moment où il referme la porte de l'ascenseur, je vois son sourire, je vois son petit plaisir évident qu'avait été le fait de simplement me laisser sa place dans l'ascenseur. Et cette situation se répète à plein de reprises, dans différentes situations. En fait, c'est comme si je laissais l'espace aux hommes pour qu'ils soient des hommes. J'essaye de leur faire confiance, de leur laisser une place dans ma vie où ils sentent qu'ils contribuent et qu'ils me protègent. Et dans leurs yeux et dans mes tripes, je sens que c'est bien, que c'est vrai. Je comprends que j'ai brimé mon naturel pendant des années pour, d'un côté, ne pas faire le jeu du patriarcat et renforcer les stéréotypes de genre, et puis, au fond, de l'autre, de garder le contrôle finalement. Mais je sais pas, redevenir une femme m'a paru si naturel. Bien sûr, c'est peut-être parce que c'est agréable quelque part de recevoir la validation des hommes. Oui, j'ai adoré voir, découvrir à quoi pouvait ressembler le désir brûlant dans les yeux d'un homme. Pour la première fois depuis ce jour sous le petit dôme blanc de mon école primaire, j'ai eu la sensation de ne plus être seule. Je me suis sentie aimée, désirée, supportée, protégée. Dites-moi, quel est le mal à ça ? Donc oui, appelez-moi une pick-me, une collabo du patriarcat si vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Écoutez-moi bien, la vie n'est pas une punition. Et nos vies de femmes sont déjà bien assez dures pour en plus s'infliger les contraintes de celles des hommes. Aujourd'hui, je ne veux plus être seule. Je veux une grande famille, celle que je n'ai jamais eue. Et pour ça, je dois faire équipe avec les hommes. Je dois réapprendre à leur faire confiance. Et oui, je vais pas vous mentir, il est très dur pour moi de combattre mes a priori, de refaire face à la déception lorsque un homme à qui j'avais redonné ma confiance se montre lâche ou violent. Mais les erreurs des uns ne devraient pas être payées par tous. Cela fait aussi partie de mon combat. Réussir à faire équipe demande énormément d'humilité et de résilience. Et ça tombe bien, ce sont des qualités innées qui, lorsque j'ai arraché l'épine douloureuse qui empoisonnait mon ego, se sont remis à couler en cascade en moi. La femme n'est pas le sexe faible, elle est celle qui animera le vivant. Pour moi, mon conservatisme, disons, politique, est en corrélation directe avec ce que j'ai appliqué et observé dans mon développement personnel. Dans ma dernière vidéo, j'expliquais que le fait que l'on ne s'aime pas vient d'un besoin de changement. La société traditionnelle arrivant à bout de souffle ne s'aimait plus et donc le progressisme a voulu répondre à ce besoin. Les avancées technologiques et la mort de Dieu étant inévitables, il nous fallait réinventer nos couples et notre relation au corps et au sacré. Mais le combat féministe récent s'est changé en une longue guerre entre les deux extrêmes de la justice et de la grâce, poussant toujours plus les débats dans des propositions radicales déconnectées du réel. Déconnectées du réel parce que déconnectées du corps, déconnectées de l'action et de l'interaction. Tout est devenu démonstration de vertu, tout est devenu intellectuel. Il faudrait avoir lu tous les livres, compris tous les mouvements, toutes les idées abstraites qui finalement ne servent que de refuge à ceux qui essayent de fuir leur réalité,
qui tentent de fuir le vrai combat et qui par conséquent créent cette fuite vers l'avant où il faudrait changer toute la nature humaine tout de suite. Mais nous ne changerons pas l'humain du jour au lendemain. Nous sommes de délicates créatures façonnées par le temps. Un temps si long qu'il nous est impossible de réellement le conceptualiser. Imaginez-vous là, affalé devant YouTube, avec votre devoir à rendre pour lundi, votre pull sale et votre vaisselle à faire depuis une semaine. Et vous voudriez, demain, être une machine de travail qui arrive à tout caser en une journée et qui vit tous les jours dans un appartement rangé et propre. Ce n'est pas possible. La discipline s'acquiert avec le temps et en apprenant à faire équipe avec soi-même. Est-ce que vous comprenez la métaphore? Il y a une différence entre ce que vous aimeriez être et ce que vous êtes vraiment, de la même manière qu'il y a une différence entre ce que vous voudriez que le monde soit et ce que le monde est vraiment. Et si vous voulez le changer, il faut accepter les règles du jeu que sont le temps et faire équipe. Certains me diront peut-être que l'on ne peut pas comparer notre échelle individuelle à une échelle globale. Pourtant, il est clair pour moi que l'on ne peut pas comprendre le monde tant qu'on ne s'est pas compris soi-même. Si vous n'êtes pas capable de mettre de l'ordre dans votre micro-monde, de communiquer avec vos proches et de résoudre vos problèmes, vous n'arriverez jamais à mettre de l'ordre dans des systèmes bien plus grands qui comprennent bien plus de personnes et bien plus de problèmes. Je l'ai annoncé à demi-mot dans mes dernières vidéos, mais j'ai bien l'intention de remettre de la justice dans cet océan de grâce dans lequel le progressisme nous fait baigner. Je veux re-questionner les choses que l'on pense aujourd'hui évidentes ou moralement bénéfiques. Et je veux que vous réfléchissiez sérieusement à ces questions, parce que vous devez apprendre à réfléchir par vous-même. Pour vous donner un exemple, dans ma vidéo, le slut-shaming est une bonne chose. J'ai parlé d'études qui expliquaient que chez les femmes, leur taux de production d'ocytocine diminuait à chaque nouveau partenaire sexuel, et que par conséquent, plus elles accumulaient de partenaires, et moins elles étaient attachées à eux. Beaucoup de gens m'ont reproché de ne pas avoir mis ces études dans la description. Et pour être tout à fait honnête, en fait, je ne les ai pas retrouvées, ces études. Je reconnais que c'est un petit peu nul et pas très professionnel, mais en fait, mon objectif était tout autre. Je me rappelle être tombée dessus il y a 2 ans, et ça m'avait tellement retourné la tête que, je vois mal comment j'aurais pu l'inventer. Mais soit, comme je ne peux pas le prouver, tant pis, considérons ces informations comme potentiellement fausses, et ne gardons que l'expérience de pensée. La raison fondamentale pour laquelle je voulais mettre ça dans cette vidéo, c'était pour vous faire ressentir la sensation que j'ai eue quand je suis tombée sur ces études. Comment je suis arrivée à remettre en question plein de choses par cette simple question. Et si on était en train de faire une erreur? L'erreur de confondre ce que nous voulons avec ce dont nous avons besoin. Et ce que j'ai vu et ressenti lorsque je suis tombée sur ces études, c'est... Oui, bien sûr que je suis pour la libération sexuelle, je suis pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent sans se soucier des conséquences. Mais est-ce qu'en faisant cela, nous n'avons pas finalement oublié qu'il y avait potentiellement des conséquences? Et à partir du moment où je me suis dit ça, j'ai eu comme une sorte d'illumination, et c'est comme si d'un seul coup, je m'étais mis à voir toutes les conséquences catastrophiques que ça avait eu sur ma vie, sur la vie de mes amis, et je me suis mis à recoller tous les morceaux comme ça, et j'ai vu que effectivement, la libération sexuelle avait été ce que nous voulions, mais pas ce dont nous avions besoin. La compassion à outrance nous dit « faites ce que vous voulez ». Et moi, je voulais me faire la voix de la justice qui vous dit « vous vous faites du mal, arrêtez ». Et oui, ce n'est pas agréable, oui, ça implique peut-être de la culpabilité. Mais c'est ensuite à vous de réussir à faire cet équilibre et à voir où est-ce que vous voulez vous situer sur ce spectre. Mais au moins, vous le ferez en connaissance de cause et de conséquences. En fait, je me fiche que vous soyez d'accord avec moi. Je me fiche de vous convaincre. Je veux juste que dans ce monde où les idéologies vicieuses vont avoir de plus en plus de poids de chaque côté, vous vous entraîniez à chercher les informations, à réfléchir par vous-même et à formuler correctement les problématiques. Vous allez très vite vous rendre compte que l'on ne trouve aucune bonne solution lorsque l'on formule mal les questions. Et aujourd'hui, malheureusement, le féminisme formule mal leurs problématiques. C'est ce que je dis dans ma première vidéo, je ne suis pas féministe. Beaucoup de leurs constats sont vrais et importants à enfin aborder et à mettre en lumière. Mais je trouve leur narrative et leurs réponses aux problématiques soit inutiles, soit contre-productives, voire même dangereuses. Et ça vient en partie du fait qu'elles ne veulent voir qu'un seul côté du problème. Elles n'ont donc pas toutes les informations et par conséquent posent les mauvaises questions. Je suis conservatrice parce que je pense que c'est comme cela qu'il faudrait répondre aux problématiques de notre temps. Mais je ne suis pas votre ennemi. Je fais partie, comme vous, de ce système qu'est notre civilisation. Je suis une partie de cet équilibre que vous ne devez pas ignorer.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus ici. Si vous voulez partager votre point de vue ou bien simplement poser une question, n'hésitez pas à le partager en commentaire. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à clap, commenter, liker, s'abonner, partager, afin qu'elle atteigne le maximum de personnes. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo très personnelle pour une fois, et je vous dis à très bientôt.